Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Steven Vasselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint à la petite enfance de la ville de Lyon. Et alors, vous nous préparez pour la rentrée une double première, l'ouverture de 2 crèches en plein air. Première crèche municipale, mais même aussi première crèche associative vraiment pensée comme étant en extérieur. C'est-à-dire qu'un jour comme aujourd'hui, où il pleut, les enfants resteront sous la pluie. Bah oui, voilà, c'est vraiment des projets avant-gardistes, hein, parce qu'effectivement, là, on crée quelque chose où toute l'activité est pensée pour être dehors tout au long de la journée. Hein, il s'agit vraiment de crèches où les enfants peuvent être accueillis toute la journée, même toute la semaine. Et c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont assez novatrices parce que on a un bâti en fait qui prévoit vraiment le strict minimum. Hein, pour salle de pause de l'équipe, une petite salle de repli en cas vraiment de conditions très très difficiles. Mais sinon, l'essentiel de l'activité, donc que ce soit les activités pédagogiques, les siestes ou même les repas, sont prévus pour être dehors. Alors très concrètement, on a un haut-vent qui permet d'abriter les enfants pour ça, et surtout on a les équipements pour qu'ils ne prennent pas froid, qu'ils ne soient pas mouillés. En fait, on est vraiment sur cette logique de il n'y a jamais de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements, comme disent les Scandinaves. Et donc on prévoit évidemment les équipements adéquats pour que même quand il pleuve, même quand il fait froid, eh ben, Il n'y a aucune météo vous effraie, que ce soit le grand froid, la neige, l'hiver, ah bah non, la non, non. pluie ou la canicule à l'inverse en été. La crèche laissera les enfants dehors quoi qu'il arrive. Oui, alors après, sauf conditions évidemment extrêmes de type vent extrêmement violent, grêle ou pluie vraiment diluvienne, forcément les enfants vont pas rester dehors et dans ce cas vont s'abriter. Mais sinon, oui, c'est vraiment fait pour. Hein. C'est pas parce qu'il pleut que les enfants ne peuvent pas sortir. Hein, bien au contraire, hein, les enfants, vous leur mettez des bottes et les équipements qu'il faut pour aller dehors. Au contraire, ils s'éclatent. Et c'est vraiment très vertueux qu'ils passent autant de temps comme ça dehors tout au long de l'année. Alors, il y a 2 crèches prévues. La crèche municipale, ce sera la crèche Jeanne Barret. Vous récupérez une ancienne loge de gardien d'un stade. Et la crèche associative, c'est Souris en Herbe, là, qui sera dans le troisième. Elle a la particularité d'être inclusive, avec beaucoup d'enfants autistes notamment. Alors en fait, c'est une crèche qui présente un projet pédagogique effectivement vraiment basé sur l'inclusion, hein, l'inclusion d'enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. Et il se fixe donc comme objectif, hein, c'est l'association La Souris Verte qui s'en occupe, qui a déjà d'autres établissements sur la ville et qui se fixe déjà donc ce palier d'avoir au moins 30% d'enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. Et se comptant aussi pouvoir démontrer la Souris Verte avec ce projet de crèche en plein air, donc qui sera de fait la première crèche de plein air vraiment inclusive en France, c'est de pouvoir montrer effectivement les bienfaits accrus du plein air sur les enfants autistes, parce que le fait d'être dehors et donc d'avoir le ciel comme horizon, les arbres, toute l'acoustique aussi qui est liée au fait d'être en extérieur, eh bien c'est des bienfaits que constate déjà la souris verte sur les enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique dans leurs autres crèches qu'elles ont sur la ville. Et donc là, elles veulent vraiment amplifier ces effets bénéfiques-là et montrer, du coup, faire école avec cette crèche-là qui sera donc ouverte dès la rentrée là, en septembre. Pour le lancement, vous avez dit que vous souhaitez faire un nouveau standard, c'est-à-dire qu'à l'avenir, toutes les crèches seront en plein air. Alors en fait, on veut en faire un standard dans le sens où on veut vraiment essaimer avec ce modèle-là. On veut vraiment inspirer aussi d'autres collectivités, hein, vraiment aller dessus, inspirer même au niveau national, parce que on discute beaucoup avec le ministère sur ces projets-là, et donc pour faire évoluer le référentiel bâtimentaire qui existe aujourd'hui pour les crèches et qui prévoit simplement soit des crèches classiques, soit des crèches de semi-plein air. Et bien là, du coup, avec ces projets-là, hein, on est en train de faire évoluer ce référentiel pour que le modèle du plein air soit vraiment pleinement caractérisé, devienne un standard, et du coup puisse être répliqué beaucoup plus facilement. Alors nous, c'est aussi notre objectif, d'en faire d'autres. On a évidemment d'autres projets dans les cartons. Alors vous avez cité celui du 5e arrondissement qui ouvrira tout début 2026. Et on a aussi un autre projet bien avancé à la Tête d'Or qui devrait ouvrir donc plutôt fin 2026 et qui sera encore plus novateur parce qu'on va faire à la fois une halte garderie de plein air, un RPE, donc un relais petite enfance pour les assistantes maternelles de plein air, et un lieu d'accueil enfants-parents aussi de plein air, forcément ça sera au même endroit.
et pas au même moment, hein, le relais petite enfance le matin, la halte garderie plutôt l'après-midi, le lieu d'accueil enfants-parents plutôt le week-end, le soir, mais vraiment dans le même lieu et dans cet écrin magnifique de la Tête d'Or, donc avec un intérêt pédagogique encore plus accru. Et le but, ça sera ensuite d'en faire d'autres, mais évidemment on ne peut pas faire que ça, parce qu'il faut forcément le cadre végétal qui va avec, hein, ça c'est le prérequis. Là, à chaque fois, on est sur des belles étendues de végétation. Il faut qu'il y ait des arbres, forcément, pour avoir un ombrage naturel de qualité. Et aussi, d'ailleurs, vous l'évoquiez, en période de forte chaleur, pouvoir avoir un revêtement qui soit aussi naturel. Parce que quand on a un revêtement naturel et des arbres qui créent l'ombre, en fait, la température, le ressenti, en tout cas de température, est bien moindre que si vous avez un revêtement plus artificiel ou un ombrage qui n'est pas lié directement à la canopée des arbres. Un retour un peu plus sur le mandat. Régulièrement, on a entendu parler de berceaux gelés. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 270 berceaux qui ne pouvaient pas être ouverts parce que vous n'aviez pas le personnel en face pour les ouvrir. Vous avez fini par régler vos problèmes de recrutement? Alors en fait, la pénurie qui est liée à ça, elle est nationale, hein, et elle est structurelle. C'est-à-dire que il y a des éléments fondamentaux qui font qu'on n'a pas assez de diplômés, hein. Très clairement, c'est une perte d'attractivité de ces métiers-là, avec moins de candidats qui se présentent dans les écoles et pas assez de diplômés qui sortent de ces écoles. Il y a un levier que vous n'avez pas souhaité utiliser, c'est le taux d'encadrement, parce que vous êtes resté à une personne pour cinq... oui, une personne pour en moyenne pour 5 enfants, ouais. alors que la réglementation vous permettait d'aller jusqu'à 6. Ouais. Voilà, nous, donc ça n'aurait pas été la solution? En fait, là, plutôt que de fermer des berceaux, ouais. On va typiquement dans les solutions donc, du moins 10 ans et qui sont sans doute à terme encore plus délétères parce que vous avez non seulement une baisse de la qualité d'accueil, une détérioration des conditions de travail et derrière, vous allez en fait générer plus d'absentéisme. Et donc, au final, vous vous retrouvez sans doute à devoir fermer encore plus de berceaux. Nous, en l'occurrence, là, ce qu'on a pu constater, c'est que depuis maintenant quasiment 1 an, on a réussi à vraiment améliorer la situation. Alors, on a toujours des postes vacants, mais vraiment dans une moindre ampleur, hein. Si je peux vous donner un chiffre sur nos crèches municipales. Décembre 2023, donc il y a un peu plus d'1 an, on était autour de 90 postes vacants. Et décembre 2024, donc il y a quelques mois, on était quasiment le double en moins. On était autour de 45, il me semble, postes vacants. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que on recrute mieux, on recrute davantage, parce qu'on a réussi à vraiment devenir attractif en tant qu'employeur auprès des diplômés de la petite enfance, auprès des professionnels de la petite enfance. Et ce qui ressort beaucoup dans les entretiens, c'est justement le fait qu'on ait cette qualité des conditions de travail, du taux d'encadrement, la qualité du recrutement aussi qu'on fait. C'est-à-dire que quand un profil ne nous apporte pas totale conviction, on préfère ne pas le prendre, même dans cette situation de pénurie, parce que on veut garder un niveau de qualité fort qui derrière est un gage d'attractivité pour nous. Et tout l'aspect pédagogique aussi qu'on met en œuvre, la pédagogie de plein air, c'est des choses qui ressortent pas mal dans les entretiens. Et en prime, on a aussi revalorisé nos équipes 2 fois de manière assez notable ces dernières années. Et ça aussi, forcément, ça joue dans l'attractivité en tant qu'employeur. Votre combat du moment, c'est le compostage des couches. Vous le faites pour les crèches municipales, enfin pour la moitié des crèches municipales. Mais à terme, vous aimeriez que l'ensemble des parents compostent les couches dans la ville de Lyon? Alors, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est là, on a structuré une filière qui permette vraiment que la couche compostable fonctionne, que ce soit à la production, ensuite évidemment à l'utilisation, puis à la collecte, puis au traitement industriel de ces couches. Je précise bien que c'est des couches qui se compostent industriellement et pas dans son jardin, et qui sont amenées donc, sur une plateforme de compostage industriel qui ensuite est transformée en compost pour les agriculteurs. Et en fait, ce procédé-là, finalement, il est réplicable à peu près partout en France. Donc là, notre ambition, c'est, et on est en train de faire un gros travail de lobbying pour que cette filière qui s'est mise en œuvre à Lyon, qu'on a aussi réussi à faire essaimer ailleurs en France. Il y a Metz qui s'est lancé, il y a Poitiers, il y a Bordeaux, il y a Paris. Donc on est quand même maintenant plusieurs collectivités à avoir lancé ce dispositif-là. Et le but, c'est que ça devienne un standard
au niveau national, et donc que la couche compostable devienne à terme accessible aussi pour les particuliers, donc pour le grand public. Et donc les parents qui le souhaiteraient pourraient en acheter et profiter de ces filières qui auront été mises en place avec différents points d'apport volontaires de ces couches pour que elles ne soient plus incinérées ou enfouies, parce que c'est aujourd'hui ça la réalité des couches. Alors c'est quelle échéance? Là, en fait, on est un peu contraint aussi par les décisions gouvernementales en la matière. Sans vouloir être trop technique, il y a en fait une loi en 2001 qui s'appelle la loi AGEC, qui prévoyait, notamment pour les couches, qu'il y ait un dispositif pollueur-payeur, et donc que les fabricants prennent à leur charge la fin de vie de ces couches et trouvent des fins de vie vertueuses. Pour l'instant, le gouvernement n'a concerné que les lingettes. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, dans ce dispositif-là, il n'y a que les lingettes imbibées, les lingettes imbibées de produits chimiques qui sont dedans, donc autant dire pas grand-chose, alors que les couches, c'est quasiment un tiers de tout ce gisement de déchets-là. Et donc, on est en train de faire vraiment pression. C'est un lobbying des fabricants de couches qui est efficace aujourd'hui. En l'occurrence, oui. Ouais, c'est sûr que les fabricants de couches jetables ne sont pas enclins à ce que ce dispositif-là puisse vraiment grandir, alors même qu'ils peuvent le faire, parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est que les couches compostables se fabriquent de la même manière que les couches jetables. En fait, c'est les mêmes chaînes de production, les mêmes usines, et simplement, vous n'utilisez pas la même matière première. En gros, au lieu de mettre du plastique pour construire votre couche, vous mettez de la cellulose de bois principalement. Et c'est ça qui fait la différence, alors qu'on a les mêmes chaînes de production. Donc si demain, Procter & Gamble, donc Pampers, veut y aller, ils peuvent tout à fait le faire. C'est vraiment juste une question de volonté. Juste un mot rapidement pour finir. Ce qui n'a pas évolué durant ce mandat, mais ces dernières années non plus, c'est le financement des crèches, notamment des crèches privées. Vous aviez, avec d'autres villes, souhaité que ça évolue l'année dernière suite à deux livres. On pense au livre de Victor Castanet, on pense aussi à celui de nos confrères lyonnais, Les Prix du Berceau, de Mathieu Péris et Daphné Gastaldi, qui faisait suite à un fait divers dramatique à Lyon. Là-dessus, vous ne voyez pas d'évolution du système au niveau national? Non, malheureusement, le constat, c'est que la petite enfance est très peu portée au niveau national. On a rarement eu un ministre qui a duré plus d'un an, là, depuis le début du mandat, depuis 2020. Et il n'y a pas vraiment de portage au niveau du gouvernement. C'est un sujet qui, clairement, ne les intéresse pas. Là, il y a une haut-commissaire qui a été nommée il y a quelques mois, Sarah El Haïry. Pour l'instant, il n'y a aucun projet, aucune annonce structurante qui permettrait non seulement de résoudre la pénurie, mais aussi de vraiment prendre le taureau par les cornes concernant la problématique des crèches privées, qui a été très bien expliquée dans les livres que vous avez cités. Steven Vasselin, je vous remercie. Avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.